Bonjour à tous, merci d'être ici pour le retour d'expérience sur la sécurisation de l'entrepôt Fire du CHU de Toulouse. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Monsieur Delaporte qui va faire l'introduction de cette présentation. Merci. Et merci, bonjour à tous. Merci au stand Système de nous accueillir pour présenter ce retour d'expérience de notre entrepôt Fire, qui est un enjeu primordial, on va le dire, pour nos établissements de santé. Généralement, on parle d'échange de données pour nos patients, on dit qu'on va partager, qu'on va ouvrir le SI sur nos établissements de santé, parfois même et surtout en interne, et tout ça ne peut déboucher que par une interopérabilité fiable, sécurisée et très large. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et il y a un défi, ça fait 3 ans qu'on est sur le sujet au CHU de Toulouse, avec les équipes, avec nos partenaires. 3 ans où on veut être les premiers. Et aujourd'hui, ce cas d'usage qu'on a mis en place fait de nous et de nos partenaires le premier cas d'usage en France sur l'entrepôt Fire. Donc pour nous, c'est vraiment une dimension stratégique de partage d'informations, d'abord pour les patients, mais aussi pour améliorer le parcours, la prise en soin, et d'être dans la doctrine un peu nationale, mon espace santé, parce que là aussi, on pense que la technologie Fire va y contribuer. Donc pour ce faire, les équipes du Sud Toulouse, nos partenaires, ont travaillé activement, ont un cas d'usage, voire même des démonstrations à faire. Et je passe la parole à Mathieu Bourquin qui a mené ça avec les équipes interopérabilité. Je le remercie. Merci beaucoup. Donc, en effet, je m'appelle Mathieu Bourquin, je suis responsable data développement et interopérabilité au CHU de Toulouse. Alors, pour commencer, on va donner quelques chiffres autour du CHU de Toulouse pour vous donner à peu près ce que donne l'interopérabilité. Donc, c'est 16 000 utilisateurs quotidiens, c'est 13 000 postes de travail. C'est plus de 400 applications gérées par la DSN. Donc ça veut dire qu'il y a des applications qui sont extérieures de notre système d'information qui ne sont pas gérées par la DSN. Donc ça fait encore plus d'applications. Et aussi, on a plus de 400 flux de données, ce qui rend l'interopérabilité centre névralgique du SI. Pour vous parler en termes de fréquentation, pour vous donner les chiffres les plus complets possibles, c'est 300 000 séjours par an et c'est un peu moins d'1 million de consultations externes. Et on sait que dans nos systèmes d'information actuellement, au milieu de l'hôpital, nous avons un boom de la télémédecine. Donc là, vous avez à peu près le nombre de... Alors c'est le nombre d'actes, mais ça vous donne une volumétrie des téléconsultations de la télémédecine. C'est plus de 20 000 téléconsultations, plus de 3 000 télésurveillances et un peu moins de 1 300 téléexpertises. Alors qu'est-ce que peuvent nous dire ces chiffres? Ces chiffres nous disent qu'on a beaucoup de data qui circulent dans notre établissement. Je vais même aller plus loin, je vais dire qu'il y a énormément de data qui circulent dans notre système d'information. Et ces data, il faut qu'on les utilise. Donc pour répondre à ce besoin, le CHU de Toulouse et la DSN ont décidé de mettre en place un service, la gestion de la donnée, qui est piloté par M. Lopez, et dans lequel je fais partie aussi. Et ce service, il a pour objectif de traiter la data dans l'ensemble de l'établissement, que ce soit une data d'interopérabilité, donc on parle bien d'échange de système d'information à système d'information, que ce soit une data décisionnelle, donc là on est plus sur du pilotage d'activité des rapports, ou que ce soit de la data recherche. Et là on est plus dans les cas d'usage à l'intérieur de l'entrepôt de données de santé. Donc qu'est-ce qui fonctionne dans notre système d'information? On a quand même 400 flux, donc il y a des choses qui fonctionnent, mais qu'est-ce qui dysfonctionne actuellement et comment on peut améliorer ces dysfonctionnements? Donc, les limites de notre système d'information au niveau de l'interopérabilité, comme l'a énoncé M. Delaporte, c'est comment on ouvre notre SI. Beaucoup, vous avez vu les chiffres, on a de plus en plus de téléexpertise, de téléconsultation, de plus en plus d'applications en mode SaaS. Donc comment on ouvre ce système d'information de manière à ce que les données circulent? On a aussi besoin d'échanger beaucoup plus au niveau européen et national. Le DMP, tout le projet Ségur est en effet une première vague qui permet d'aller échanger vers des données et de remonter des données au niveau national. Il va falloir aller plus loin. Il va falloir aussi pouvoir échanger au niveau régional et faire améliorer le ville-hôpital, l'interopérabilité entre la ville et l'hôpital. Donc un deuxième point, c'est comment on augmente la sécurité. Généralement, quand on pousse de la donnée actuellement à travers nos flux, on pousse beaucoup plus de données que nécessaire. Dans pas mal d'applications de télémédecine, on a besoin de 4, 5, 6 informations pour enrôler un patient. Et là, actuellement, dans nos flux actuels, on pousse beaucoup plus que ces informations. Donc, c'est comment on limite l'envoi de ces données et surtout, du coup, comment on augmente la traçabilité de la donnée qu'on aura partagée. Un troisième point, c'est qu'on a de plus en plus de nouveaux cas d'usage
qui ne sont pas forcément supportés par les formats actuels HL7 V2. On a de plus en plus d'appareils connectés, on a de plus en plus de smartphones qui se connectent, et l'interopérabilité qu'on met actuellement en place, enfin l'interopérabilité actuelle ne répond pas à ces besoins. Donc il faut qu'on arrive à changer cette interopérabilité. Et aussi, on est sur, on peut pas faire de reprise sur de l'interopérabilité fil de l'eau. C'est-à-dire qu'une fois que la donnée elle est passée dans le système d'information, bah, vous ne pouvez plus la récupérer. Ou alors, il faut refaire énormément de traitements manuels de manière à ce que la donnée soit repoussée dans tout le système d'information. Donc l'objectif, c'est de pouvoir corriger aussi tout ça. Le dernier point, bah, c'est les finances, hein, parce que c'est un peu compliqué actuellement pour les établissements de santé. Donc l'objectif, c'est de baisser le coût de l'interopérabilité. Que ce soit en termes de développement, c'est-à-dire diminuer le nombre de développements et pouvoir réutiliser des développements faits, ou en termes vraiment de coût d'installation de connecteurs. Donc notre objectif, c'est de pouvoir mutualiser cette interopérabilité. Donc, comme l'a dit Monsieur Delaporte, une des premières réponses qu'on peut faire, c'est pour partager de la donnée, c'est le standard. Donc on a décidé de partir sur le standard FHIR. Pourquoi? Il est proposé par HL7, comme la plupart des standards qui circulent actuellement dans le système d'information. Donc il est établi depuis plus de 10 ans, donc ce n'est pas quelque chose qui est tout jeune, hein. C'est quand même 10 ans de traitement derrière, donc il a eu le temps de mûrir. Et c'est aussi, il est devenu obligatoire aux États-Unis. Et la stratégie, enfin la politique, nous au CHU, on pense que ça sera le standard de demain et qui va à terme remplacer les standards existants. Donc notre objectif, c'est de partir dès maintenant vers ce standard de manière à prendre le virage tout de suite et pouvoir être en avance de face et avoir moins de difficultés quand il se mettra en place et se généralisera. Bah, les avantages du FHIR, et une des raisons pour lesquelles on part dessus, c'est qu'il permet l'ouverture du système d'information. Donc ça répond déjà au premier constat sur lequel on avait besoin d'ouvrir notre système d'information. On n'est plus en mode push, c'est-à-dire on va arrêter de pousser de la donnée vers l'extérieur. Avec le FHIR, on va venir consommer de la donnée. Donc on change de paradigme et ça va nous permettre cette ouverture du SI. Le FHIR, c'est des ressources qui sont modulaires et extensibles, c'est-à-dire qu'à travers ces ressources, on va pouvoir mettre en place l'ensemble du SI. À l'aide de ces ressources, on va définir notre système d'information. Et du coup, ça va nous permettre de traiter nativement 80% des cas d'usage. Pour les 20% qui restent, on aura toujours la possibilité de faire des extensions, mais l'objectif du CHU de Toulouse, c'est surtout d'éviter ces extensions pour essayer d'avoir une interopérabilité plus commune. On a le standard. Maintenant, l'objectif, c'est puisqu'on veut stocker de la donnée, on a besoin de créer la plateforme. Et cette plateforme, elle repose sur 4 piliers. Le premier, c'est qu'on va stocker de la donnée. Et on va la stocker au standard FHIR. Du coup, on revient sur le changement de paradigme. C'est-à-dire qu'une fois que la donnée sera stockée, on arrêtera de la pousser, mais on viendra la consommer. C'est une plateforme modulaire. C'est-à-dire qu'on va pouvoir rajouter ou retirer autant les serveurs comme on le souhaite. Soit pour répondre à des cas d'usage, soit pour découper notre SI fonctionnellement pour sécuriser de la donnée. Voilà. Donc ça nous permet d'avoir cette souplesse à travers une plateforme modulaire. Le point cybersécurité, très important, c'est comment la plateforme ne sera jamais accessible par une application directe. C'est-à-dire qu'on a mis des mécanismes de sécurité supplémentaires de manière à ce que la donnée soit protégée. Et quand les applications accéderont à la donnée, ils n'accéderont qu'aux éléments nécessaires. Donc on passera des partenariats pour dire quelles sont les données que vous avez le droit de récupérer. Et enfin, un hub d'interopérabilité. C'est-à-dire que cette plateforme, ça va devenir un point d'entrée pour le CHU qui va nous permettre de gérer tous les cas d'interopérabilité. Là, le premier cas qu'on va mettre en place, c'est le partage de l'identité. Mais l'objectif, c'est de faire continuer d'autres cas, tels que les structures, les séjours. Voilà. C'est de créer, du coup, un hub d'interopérabilité qui sera un point d'entrée pour les échanges de notre système d'information. Ce hub, du coup, va nous permettre de diminuer les coûts de l'interopérabilité. Donc, pour créer tout ça, on a besoin d'une petite équipe. Donc là, vous avez l'équipe interopérabilité sur la droite, donc Christian Couder, architecte interopérabilité, Marion Bernon qui est développeuse, Mathis Barnard et Paul Ortega qui sont de l'école ISIS et qui nous accompagnent sur notre projet. L'objectif de l'équipe interopérabilité, c'est qu'elle soit certifiée FHIR dans les 2 ans qui viennent. On veut devenir autonome sur le FHIR, on veut prendre en main le FHIR, on veut pouvoir être source de propositions autour des modélisations des ressources.
Et pour mener cette joyeuse équipe et cadrer un petit peu tout ce projet, il nous fallait un chef de projet. Donc Aurélie Dalous, ici présente, nous accompagne à travers ce projet depuis le début. Isabelle Stache en tant qu'urbaniste, puisqu'on va réécrire notre cadre d'interopérabilité, donc il faut valider que tous les échanges dans le système d'information soient cohérents. Et enfin, David Lataste en tant qu'architecte infrastructure. On a 2 enjeux sur cette plateforme. Le premier enjeu, c'est mettre en place le standard FHIR et améliorer l'interopérabilité. Et le deuxième enjeu, c'est un enjeu d'infrastructure, c'est qu'on part sur de la technologie Kubernetes, qui va, pareil, ce qu'on pense, être le futur de tout ce qui est infrastructure. Donc on a vraiment un double enjeu à travers ce projet et cette nouvelle plateforme. Le souhait du CHU de Toulouse, c'est pas de faire de l'interopérabilité dans son coin. C'est vraiment d'avoir l'interopérabilité la plus commune et réutiliser tout ce qui se fait. Donc pour ça, il va falloir qu'on travaille beaucoup plus avec les instances européennes, mais aussi avec les instances nationales et de s'appuyer sur l'ensemble des travaux de l'ANS et de l'Interop Santé. L'Interop Santé va permettre de modéliser les ressources et l'ANS va permettre de créer des guides d'implémentation, donc des cas d'usage. Donc il va falloir qu'on s'appuie beaucoup plus sur ces travaux-là et quand ces travaux seront aboutis, ils nous serviront de cadre d'interopérabilité. Sur la partie enseignement, c'est comment on forme les futurs développeurs qui seront dans la santé dès maintenant au standard FHIR, de manière à ce que ce standard soit acquis, que la technologie soit acquis et qu'on ait un gain en développement quand ils vont arriver chez nos éditeurs ou même au sein des établissements. Les établissements, justement, c'est comment on construit cette interopérabilité, comment on s'appuie les uns sur les autres sur les différents travaux qui sont menés de manière à pouvoir mutualiser. Le métier, très important, c'est eux qui maîtrisent la data. C'est eux qui vont nous dire à quoi sert la data et quelle est l'importance de la data et comment on peut du coup la modéliser au sein des ressources FHIR. Donc le métier doit être inclus dès le début du projet. Et enfin, les éditeurs. On ne fera pas d'interopérabilité sans les éditeurs. Ils sont présents autour de cette présentation. Donc voilà, il faut forcément collaborer pour pouvoir mettre en place cette nouvelle interopérabilité. Et la première collaboration qu'on a fait sur notre projet, c'est avec monsieur Luc Chatti, que je vais laisser se présenter. Bonjour, Luc Chatti. Moi, je suis le CEO de Firestein, une entreprise d'expertise sur le standard FHIR. Je suis également ambassadeur Hospital on FHIR, une initiative HL7 Europe, qui a pour vocation à accélérer l'adoption du FHIR dans les hôpitaux. Donc quand j'ai été sollicité par Mathieu pour les accompagner sur leur projet, je n'imaginais pas l'ampleur que prendrait cette collaboration et on a réussi à concevoir ensemble ce projet de plateforme grâce effectivement à l'équipe Interop du CHU de Toulouse avec qui on a réfléchi pendant des mois pour avoir une architecture générique qui est désormais utilisé dans d'autres établissements et même hors France. On a également, c'est un projet d'innovation à plusieurs aspects, c'est-à-dire que dans la plupart des pays, les éditeurs font du FHIR nativement. Ici, on est en train de créer une plateforme FHIR qui remet la data pour l'établissement. C'est quelque chose qui n'existait nulle part ailleurs. Nous l'avons fait, c'est en production. Donc félicitations au CHU de Toulouse. Félicitations aussi pour avoir réussi à implémenter le filtrage des données avec la ressource permission qui permet un accès très fin à la donnée jusqu'au moindre élément qui est, de mon point de vue, une première mondiale. Donc bravo et bonne continuation sur la suite. Merci beaucoup Luc. Donc on arrive, on a notre plateforme, on a notre standard, on a notre plateforme. Maintenant, il faut, dans cette plateforme, pour montrer qu'elle est opérationnelle, il faut un cas d'usage. Donc le premier cas d'usage qu'on a choisi, c'est le plus évident, hein, parce que c'est le patient, la création du patient dans le système d'information. C'est la première chose qui est faite quand une personne arrive au niveau de l'hôpital. Donc on va créer un patient. Alors vous avez dans le système d'information et des flux HL7V2 et des flux FHIR. L'identité sera créée depuis l'application Pastel en HL7 FHIR nativement. Après, on va modifier l'identité parce que l'objectif du FHIR, c'est aussi de limiter de venir consommer la ressource que quand cela est nécessaire. Et du coup, on va pouvoir montrer que vous n'êtes pas venu, l'identité, elle a été corrigée une première fois, vous venez chercher que la donnée la plus récente et vous n'avez pas besoin de traiter l'ensemble des messages.
La création du rendez-vous, ça permet d'enrôler le patient dans le parcours du soin et qui sera ensuite utilisé par l'application Max Bot Design. Et enfin, comme tout objectif, c'est le partage de l'identité. Notre objectif, c'est le partage de l'identité. Il faut que cette donnée, elle soit consommée. Et donc, dans notre cas d'exemple, on a l'application Max qui viendra consommer l'identité. Et pour montrer que cela est opérationnel et ça va faciliter l'interopérabilité dans le futur, on a demandé aussi à l'application Pandora de la société Firestone de venir se connecter et récupérer de l'identité. Alors, pour gagner un peu de temps, on va faire un petit peu de magie. On va créer le patient. Voilà, le patient est créé. Je vais modifier mon patient. Et pour finir le début de notre cas d'usage et permettre l'enrôlement dans le parcours du patient, on va créer son rendez-vous. Donc là, ce qu'il faut comprendre à cet instant T, c'est que l'application Pastel du MIPI a poussé un message dans notre plateforme au standard Fire. Déjà, cette première brique, elle est standardisée au Fire. Ensuite, on a, nous, reçu l'information dans la plateforme. De là, on a vérifié que les données étaient compatibles avec le guide d'implémentation qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a vérifié que la ressource patient qu'on avait reçue était compatible avec ce qu'on avait décidé. Et pour nos travaux de modélisation, on s'est appuyé sur les travaux de l'Interop Santé via le FR Core qui modélise la ressource patient. Maintenant, je vais donc laisser la place à Guillaume qui va vous donner le détail de la plateforme. Merci Mathieu. Bonjour à tous. Évidemment, cette plateforme, l'important, c'est la sécurisation. Je le rappelle, l'objectif, c'est d'ouvrir à l'extérieur, au monde, les données patients démographiques du CHU de Toulouse. Pour ce faire, le CHU de Toulouse a choisi de mettre 5 niveaux de sécurité. Ils sont ainsi décrits. Le premier niveau de sécurité, nous sommes ouverts vers l'extérieur. La première chose, lorsqu'on ouvre de l'information vers l'extérieur, c'est qu'on va y mettre un firewall, voire même un filtrage d'IP pour limiter le nombre de personnes qui peuvent se connecter. Devinez quoi? Nous sommes en production, nous n'avons même pas besoin du filtrage IP. Parce qu'on est sécurisé de manière moderne. Je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes pour vous tous, mais on va utiliser ce qu'on appelle des jetons en français ou des tokens en anglais. Et ces tokens, peut-être ça ne vous dit rien, mais vous les avez dans la vie de tous les jours. Vous les avez sur Facebook, vous les avez sur Google, vous les avez sur TikTok, vous les avez partout. C'est exactement la même technologie que nous appliquons au serveur Fire du CHU de Toulouse. Donc on le sécurise vraiment avec les dernières technologies. Ces deux premiers blocs sont standards. Le troisième bloc, on commence à arriver sur les technologies Fire. Qu'est-ce qu'apporte la troisième habilitation? La troisième partie, c'est que dans les tokens, on peut faire circuler l'information. Et cette information peut être appelée scope. Le scope, c'est-à-dire le périmètre d'action de ce jeton. Et par exemple, ici, c'est un exemple de jeton, nous avons le patient en read. Ça veut dire simplement que la personne qui possède ce jeton ne pourra pas modifier, ne pourra pas supprimer, ne pourra pas mettre à jour un patient. Il ne pourra lire que des patients. Il ne pourra pas lire un rendez-vous, il ne pourra pas lire une observation. Très forte sécurité. Mais le CHU de Toulouse n'a pas voulu s'arrêter là. N'a pas voulu rester uniquement sur un CRUD au niveau des ressources. CRUD, create, read, update, delete. Ils ont voulu aller plus loin. Ils ont dit d'accord, les personnes ont droit d'accéder aux patients, mais je ne veux pas que Max ou Bot ou Pandora puissent lire telle sous-population des patients. Typiquement, sur la 4e habilitation, on est capable de créer des groupes de patients pour les applicatifs qui vont les consommer. Le même appel, pour Pastel ou pour Pandora, n'aura pas le même résultat, n'aura pas le même nombre de patients. Pastel a droit de voir 10 patients, alors que Pandora n'en verra que 8. Donc non seulement on est sécurisé au niveau de la ressource, mais en plus, sur cette ressource, on peut avoir des sous-éléments, c'est-à-dire on peut avoir des sous-groupes de patients. On ne va pas s'arrêter là. Si on peut faire plus, allons faire plus. Soyons RGPD. Soyons prêts à ne donner au consommateur de la donnée uniquement ce dont il a besoin.
C'est ce que nous a demandé le CHU de Toulouse et ce que nous avons implémenté. C'est typiquement la dernière habilitation. Nous allons donner les droits uniquement sur les objets dont ont besoin le consommateur. Exemple, Pastel aura droit de lire le nom et le prénom du patient. Pandora n'aura pas le droit. C'est transparent pour l'utilisateur. L'appel est le même, le résultat ne l'est pas. Vous allez me dire, tout ça, Guillaume, c'est très technique, c'est très compliqué. Tout est configurable avec une IHM. Une seule fenêtre vous permet de tout configurer. Tout est livré clé en main et cette partie, cette IHM, merci aux équipes du CHU de Toulouse qui l'ont développée et notamment Mathis qui est stagiaire au CHU de Toulouse qui a développé cette très belle interface. Pour conclure, j'adore ce projet. Ce projet met en avant non seulement des technologies modernes, mais c'est un projet cloud. C'est un projet plus que cloud souverain. C'est un projet cloud à l'intérieur du CHU. C'est du cloud on-premise. Le CHU a fait le choix d'utiliser des technologies modernes qui sont capables de se déployer comme on le ferait sur Amazon, comme on le ferait sur OVH, comme on le ferait sur Azure, mais à l'intérieur du CHU. C'est ce que nous appelons Kubernetes. Tout le projet est déployé sous Kubernetes, avec du code Python, avec du Fire, et le tout développé sur Intersystem. Si dans l'audience vous souhaitez adopter toute cette partie sécurité, nous sommes aussi en capacité de le déployer sur des VM. On n'est pas obligé d'être cloud, mais c'est mieux. Merci pour votre attention. Je reprends juste la main, 30 secondes. Voilà, juste pour faire un point d'étape très rapide. On est maintenant à la deuxième étape du cas d'usage, c'est-à-dire que vous êtes sur la donnée, elle est dans notre serveur, elle est sécurisée, elle est au standard Fire. Donc en effet, l'objectif du CHU, je vous ai dit que l'objectif était d'être certifié au niveau du Fire. L'objectif aussi, c'est de prendre en main les briques d'Intersystem pour pouvoir aussi être autonome, c'est-à-dire être en capacité de pouvoir faire notre propre développement, être en capacité d'intégrer de nouveaux cas d'usage et d'être en capacité de gérer le MCO des applicatifs. Donc on s'appuiera toujours sur Intersystem, sur leurs compétences d'expertise, mais nous aussi, on va monter sur ces nouvelles technologies. Et maintenant, on a de la donnée qui est prête, c'est-à-dire qu'elle est disponible, elle est standardisée, elle est sécurisée. Il faut donc pouvoir la consommer. Et du coup, on va faire un dernier tour de magie, on va laisser Gaëlle se présenter parce qu'elle remplace Alexandra. Merci Mathieu. Bonjour à tous, Gaëlle Bouvet, donc je fais partie des équipes de Bot Design. Et nous sommes donc les éditeurs de la solution Max, qui est dispositif médical numérique. Alors avant de rentrer du coup dans le dur de la présentation, quelques mots sur Max. Qu'est-ce que c'est ? Max est un gestionnaire en fait de parcours de soins e-santé. Et Max aujourd'hui est déployé en fait au CHU Toulouse et notamment sur le cas de la préconsultation d'anesthésie et également la post-consultation. Max, comment ça fonctionne ? C'est une plateforme qui utilise des chatbots, des robots conversationnels, qui vont être des points de collecte en fait, des données des patients, qui vont pouvoir ensuite structurer ces données, et ces données ensuite vont pouvoir être scorées, stratifiées, et être remontées sous forme d'alerte aux professionnels de santé afin qu'ils puissent poser un diagnostic et en tout cas préparer ce diagnostic de façon plus rapide et plus aisée. Dans le cas du déploiement de l'anesthésie, aujourd'hui au CHU de Toulouse, cela fonctionne par une inclusion manuelle, encore, où c'est le secrétariat en fait, qui va venir ajouter l'identité du patient afin que celui-ci reçoive un email d'inclusion. Toute la puissance du projet qui vous a été présenté, c'est justement d'automatiser cette partie-là d'inclusion, de traçabilité de l'identité, de validation d'une entité, afin que les équipes puissent bénéficier d'une identité stricte, en tout cas pour ces patients, lorsqu'ils sont en train de consulter leurs fiches. Et deuxième point, d'améliorer finalement l'expérience des utilisateurs, puisqu'il n'y aura plus d'action humaine lors de la création en fait, de ces comptes de patients, en tout cas pour les professionnels, et ce qui représente en fait un gain de temps énorme pour les équipes du CHU de Toulouse. Alors rapidement, si je rentre du coup dans la démonstration, ce que vous voyez à l'écran, c'est typiquement le tableau de bord que les professionnels voient dans Max. Et dans le cadre de nos démonstrations, il y a un faux patient qui a déjà été inclus auparavant par les équipes du CHU. Et ce patient aura reçu au préalable, il faut juste que je trouve Edge, voilà,
au préalable dans sa boîte email un email d'inclusion de la part du CHU de Toulouse. Donc pour le patient, si vous voulez, ça ne change rien à ce qui est fait aujourd'hui, mais pour les professionnels, eux, tout ça, ça se déroule de façon tout à fait automatique. Le patient va pouvoir cliquer sur ce lien, ce qui va l'amener derrière du coup vers la page où il va simplement pouvoir se créer son compte comme n'importe quelle plateforme web aujourd'hui en fait qui existe. Donc dans mon cas, alors on va avoir plusieurs étapes. Hop, je vais les passer rapidement. Ok. J'ai créé mon compte et je vais pouvoir accéder du coup à mon espace patient. Ce que vous voyez à l'écran, c'est un espace en fait complètement personnalisé pour moi, Gaëlle, en tant que patiente du CHU Toulouse, qui est enrôlée du coup dans le service d'anesthésie pour ma prise en charge. Je vais pouvoir avoir des informations de l'établissement et également ici toute la partie protocole finalement et les différentes étapes dont je vais avoir besoin et mes tâches à faire. Donc Gaëlle, là dans ce cas-là, il faut que tu switches de la présentation. ah pardon, Regarde, je termine. fais ça Ah, parce qu'on ne merde, voit pas ton pardon. écran. Ah mince. Excuse-nous, on l'a vu trop tardivement. Ah oui, c'est peut-être mieux pour vous en fait. Vous comprenez mieux ce que je dis du coup depuis tout à l'heure. Ouais. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est l'espace personnalisé pour le patient dans Max. Donc, je vais avoir des informations au niveau du CHU, des informations pratiques, et je vais avoir ici une petite tâche ou plusieurs en fait à compléter selon le protocole qui m'est assigné pour ma prise en charge. Ici, j'ai simplement à cliquer dessus pour compléter mon questionnaire d'anesthésie. Donc là, en l'occurrence, c'est ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle les chatbots. Les chatbots, ça va être simplement des questionnaires. Je clique sur les boutons suivants et je me fais vraiment en fait orienter par l'intelligence artificielle qu'on a mise en place. Et selon les réponses que je vais pouvoir procurer au chatbot, celui-ci va pouvoir derrière les structurer et les restituer sous forme d'alerte et de niveau d'alerte en fait aux différents professionnels de santé. Pour conclure, la next step qu'on espère rapidement en tout cas, c'est qu'on puisse, maintenant qu'on a automatisé la partie inclusion, d'aller plus loin et d'également automatiser, on va dire, la remontée des données structurées, en tout cas aux professionnels de santé, pour que ça puisse aller dans leur logiciel métier. Et dans ce cas-là, tout le monde sera content. Et pour terminer, un grand merci du coup aux équipes du CHU, de Firestein et également de Infosystème pour, en tout cas, Intersystème, pardon, en tout cas pour ce beau projet et cette belle collaboration. Merci. Merci. Sur le partage d'identité, donc on a un cas complet. Donc, il a été évoqué ce matin une première mondiale, puisque nous avons de l'identité, c'est approuvé, l'identité générée en HL7 Fire, arrivée sur une plateforme et consommée en du Fire. Là où on est les premiers, c'est en effet sur l'ensemble de la sécurisation qui est mis en place, puisqu'on a fourni de la donnée que la donnée strictement nécessaire. Et puisqu'on reste sur une démonstration, même si c'est de l'interopérabilité, même si c'est du back-office, on va vous montrer ce qui s'est passé au niveau de l'applicatif Iris sur l'arrivée des messages, mais aussi sur ce qui se passe quand bot vient consommer la donnée. Je redonne la main à Guillaume. Merci. Alors effectivement, ne partez pas en courant, on est sur du back. C'est moins sexy que bot. On va aller vite. L'idée, c'est ici, vous avez ce qu'on appelle le AI. Et c'est là où toute la magie s'opère. On va intercepter les messages Fire qui vont transiter, analyser le token, en extraire les scopes, prendre les permissions associées et filtrer si besoin. Typiquement, ici, nous avons le put sur le patient, c'est-à-dire que ce patient a été mis à jour. C'est lorsque Mathieu a choisi de changer le nom du patient de mardi à mercredi. Nous pouvons voir toutes les traces définies ici. Le nom du patient a bien été changé. Et là, en fait, cette démonstration vous montre que l'alimentation se fait effectivement en Fire. On est en Fire de bout en bout. C'est une chose, l'alimentation. Mais on a parlé de la sécurité, de la consommation. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est pas tant l'alimentation, mais c'est la consommation. Est-ce que vous arrivez à voir la différence entre ce diagramme de flèche, ici présent, et celui-ci? C'est subtil, je sais. Allez, je vous donne la réponse. En fait, c'est en bas. Il y a une petite étape en plus. Cette petite étape en plus, c'est le filtrage. Typiquement, le token n'est plus le même.
ce n'est plus le token de Pastel qui avait tous les droits, mais c'est un token où on a des permissions ici. Ces permissions, typiquement, nous demandent de retirer l'adresse, et donc nous sommes passés par le module de filtrage qui vient de retirer l'adresse. La donnée est filtrée au plus bas niveau. À aucun moment, elle sort de l'hôpital. Si on ne demande que l'adresse du patient ne sort pas de l'hôpital, elle ne sortira pas. Ça a l'air rien, et pourtant, c'est beaucoup. Mathieu, conclusion? Pas encore. Pas encore. Trop tôt. Trop tôt, trop tôt. Tu sais que j'aime parler. On est donc à cet instant T sur un cas d'usage complet. Maintenant, on a notre plateforme. Donc cette plateforme, qu'est-ce qu'elle apporte? Déjà, il faut se rappeler que tout ce qu'on fait au niveau notre métier, il est fait pour le patient. Donc on est là pour aider le patient, que ce soit à travers son parcours, à travers le partage de ses données. Le gain qu'on permet au patient à travers cette plateforme, c'est de lui assurer que les données qu'on a transitées ne sont que les données nécessaires. Du coup, ça va nous permettre aussi d'aider le personnel soignant et le personnel administratif, puisqu'il y aura beaucoup moins de ressaisie des applications. On va venir consommer de la donnée nécessaire, et du coup permettre cette interopérabilité tant attendue vers des applications de téléexpertise, télémédecine, et du coup éviter toutes les ressaisies. On reste sur de la donnée standardisée et sécurisée. Et la sécurisation principalement faite à travers le standard FHIR. Une consommation de la donnée lorsque cela est nécessaire. En complément, ce qu'on peut dire aussi, c'est que puisqu'on va diminuer les échanges dans le système d'information, on va gagner de la ressource matérielle. Les chiffres du CHU de Rennes mis en place sur un cas d'usage, c'est 95% d'échanges en moins avec de l'interopérabilité FHIR. Donc c'est quand même un chiffre qu'il faut prendre en compte. Ça veut dire, si on l'inverse, c'est que dans tout ce qu'on envoie sur de l'interopérabilité actuelle, il n'y a que 5% des messages qui sont utiles. On prouve l'ouverture du système d'information. On a notre application, une application externe à notre système d'information qui est venue consommer de la donnée. Et du coup, on va pouvoir faciliter d'intégrer l'ensemble des nouveaux parcours patients et permettre à d'autres applications de venir s'intégrer beaucoup plus facilement. Maintenant, vers quoi on peut tendre à travers cette plateforme? On a un premier cas d'usage qui est l'identité. Le deuxième cas d'usage sera certainement le séjour. C'est la continuité quand vous arrivez au niveau de l'hôpital. On crée votre identité, on va créer votre séjour. Voilà. Le référentiel rendez-vous. Si on met le référentiel rendez-vous en FHIR, on peut faire le cas d'usage avec Bot Design FHIR de bout en bout sur tout le parcours patient. On parlait de cas d'usage européen, on pourrait faire le résumé patient. Ça pourrait être utile, on est frontalier avec l'Espagne, on pourrait avoir des échanges avec les hôpitaux espagnols sur des résumés patients. Plus localement, le cercle de soins qu'on pourrait mettre en place avec le grade. Et là, on ouvrirait notre système d'information vers les échanges ville-hôpital. Donc, ce qui pourrait aussi améliorer tout ce qui est médico-social. Sur la partie droite, on a des travaux qui sont menés avec l'ensemble des établissements, c'est-à-dire on revient sur la collaboration avec les éditeurs. Là, l'éditeur, c'est le MIPI, puisque c'est la partie administrative qui est apportée par l'éditeur du MIPI. Donc on a le référentiel agent. C'est les hôpitaux de Marseille qui mènent ce projet. L'objectif, c'est de pouvoir réutiliser leurs travaux. Le référentiel structure, c'est mené par le CHU de Rennes. Et en plus, il y a un groupe de travail d'Interop Santé pour modéliser la ressource de manière que cette ressource devienne cadre d'interopérabilité de référence. Donc là, ça pourrait être publié par l'ANS et du coup, ça deviendrait le standard national. De la gestion de documents administratifs avec le CH de Quimper. Et pour le CHU de Toulouse, on est encore en pleine réflexion sur le référentiel produits et médicaments, de manière à pouvoir intégrer le médicament virtuel, possiblement intégrer le serveur de multiterminologie qui est proposé par l'ANS, mais c'est aussi une des premières bases qu'on souhaite mettre en place pour faire de la supply chain. C'est une diapo de ce matin, je suis désolé, il y a des choses qui sont déjà passées, on était présents, il reste environ une heure et demie avant que les équipes quittent, donc si vous souhaitez, on est sur le stand de l'Occitanie, il y a Paul et Marion qui sont encore présents pour répondre à vos questions. Et à 16h, dans le cas d'usage, je vous rappelle qu'il y avait deux consommateurs, il y avait aussi l'application Pandora de Firestone.
Cette application, pour le savoir, vous pouvez à 16 h sur notre stand, du coup, interagir avec eux. Ils seront présents et on pourra vous montrer via des vidéos ou via une démonstration en temps réel que l'application Firestone, l'application Pandora de Firestone arrive à récupérer de l'identité. Pour information, ils ont mis moins de 3 heures pour se connecter à notre système, à notre plateforme et pouvoir récupérer des identités. Voilà en termes de gains ce qu'apporte la plateforme et le Fire. Et pour la présentation de 15 h, je crois qu'elle est maintenant terminée. Donc je vous remercie pour votre attention.